Dans cette vidéo, on parlera de l'essor de la Japanimation en France de 1970 à aujourd'hui. Plus précisément, on va vous parler de la création d'un animé, puis de leur diffusion en France pour finir sur l'impact qu'ils ont eu dans la société française. Avant de commencer, nous tenons à préciser qu'on va parler avant tout de l'animation japonaise, que l'on qualifiera d'animé, à ne pas confondre avec le manga qui est le format papier. En gros, si l'on compare avec ce que nous trouvons en France, l'animé représente le dessin animé que l'on trouve à la télévision, et le manga correspond à son support papier, notamment dans les bandes dessinées. Il est impossible de parler des animés sans parler des mangas. Cela reviendrait à parler d'un dessin animé sans parler de la BD qui est derrière. Les mangas existent depuis longtemps au Japon, mais on commence à les voir réellement après la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient très inspirés des comic strips, donc des États-Unis, et tentaient de les rivaliser. Sauf que le Japon sort d'une guerre qu'il a perdue et est donc pauvre. Ces mangas, puis animés, créés, acquièrent très vite une mauvaise réputation. En effet, les Japonais n'ont pas la capacité de rivaliser avec les productions de Disney. Alors qu'il y a 12 ou 24 images par seconde dans les dessins animés Disney, il y en a 4 pour les animés. Ils doivent donc rapidement faire un choix, quantité ou qualité. Au début, cela était quantité avec des animés mauvais au niveau scénaristique et réalisation. Ils ont ensuite choisi la qualité et pour cela ils vont créer les expressions qui sont aujourd'hui atypiques de l'univers japonais. Un personnage qui a peur aura une goutte de sueur géante et une bouche béante pendant plusieurs secondes. Pour faire connaître les pensées d'un personnage, il sera fixe mais la voix off continuera. Ce n'est qu'une partie de tennis amicale. Je doute fort que ça me permette de découvrir si Light Yagami est bien Kira. Mais en même temps, comme il déteste perdre... Mais comment on fait un animé, Jamy ? Eh bien, tout d'abord, l'équipe de production en définit la cible. Il existe en effet différents types de mangas et donc d'animés. Les Kodomo pour les jeunes enfants ayant maximum 10 ans, le Shonen qui vise les garçons de 8 à 18 ans, les Shoujo pour les filles de 8 à 18 ans, les Seinen pour les hommes de 16 ans et plus, les Josei pour les femmes de 16 ans et plus, et le Seijin pour un public mixte et adulte. Bon, il y a aussi les hentai qui sont des mangas pornographiques que je ne vais pas illustrer pour des raisons évidentes. Il est évident que le scénario ne sera pas le même si l'animé est destiné à des enfants ou à des adultes. Ça semble logique, mais on préfère quand même le préciser. Le réalisateur évalue le temps de production d'un animé. Il faut ensuite trouver un financement. Aujourd'hui, un animé coûte entre 200 à 300 millions de yens, soit environ 1,5 million d'euros. Les gros bonnets qui financent se battent ensuite pour savoir quels droits ils auront sur l'animé, qui fera les produits dérivés, etc. Ensuite, ils peuvent s'attaquer à la création pure de l'animé. Il faut tout d'abord créer l'histoire et les compter, c'est-à-dire le découpage séquence par séquence de l'épisode, type et durée de plan, dialogue, changement de point de vue même pendant une réplique. Il ne faut pas confondre les compter avec le storyboard qui est le découpage en scène, soit en gros un endroit où se déroulent les actions. Ils réalisent ensuite les dessins qui seront par la suite scannés puis animés. L'animation, elle, se faisait avant manuellement, mais aujourd'hui tout est informatisé, réduisant le temps de production et donc augmentant le nombre d'animés présents sur le marché. Les réalisateurs rajoutent les voix off, faites par les doubleurs, ainsi que les différents bruitages. Enfin, l'étape finale est le montage avec la synchronisation image-son, puis ils modifient le format de l'animé selon les contraintes du pays où il est exporté. En France, l'animation japonaise mit quelques années à percer, bien que quelques tentatives de long métrage firent leurs apparitions. En effet, le dessin animé était majoritairement fait en France. Il faudra attendre 1972 pour voir arriver le premier animé japonais sur nos sols. Le Roi Léo suivi de près par le Prince Saphir en 1974. Petits et grands s'en vont gaiement dans le grand vent des forêts. Ces animés ne furent malheureusement que peu de bruit et leur succès fut faible. C'est donc en 1978 que commença officieusement l'histoire de l'animation japonaise en France avec le très célèbre Goldorak. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus. Son succès écrasant permit à nombre d'animés issus de l'animation japonaise de voir le jour en France les années qui suivirent, comme le célèbre Capitaine Flamme, Albator ou encore Astro Boy. Quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Le succès des animés japonais fut énorme puisqu'on raconte que Goldorak a permis à la chaîne A2 de faire 100% de part de marché à l'époque. En effet, Recrea 2 était l'émission qui diffusa Goldorak et par la suite nombre de dessins animés japonais, faisant de cette émission l'émission de référence en matière de dessins animés, culte aujourd'hui chez les trentenaires et fans d'animé.
Cette vague déferlante de Japanimation commença à intéresser aussi d'autres chaînes et d'autres émissions qui s'emparèrent du phénomène durant toutes les années 80, comme Croque Vacances sur TF1 ou Kaboukadin sur Canal+. Au pays de Croque Vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse. Croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, 1000 étoiles, s'amuse en liberté. Et la lune sous sa toile, c'est la nuit d'été. Durant toutes les années 80, l'animation japonaise avait donc enfin trouvé sa place parmi les autres dessins animés. Il y avait de tout sur toutes les chaînes. Cependant, une émission trouva particulièrement sa place dans le cœur de nos jeunes bambins dès 1987 avec l'arrivée du Club Dorothée, directement hérité de Récréa 2 puisque la présentatrice, Dorothée, animait pour Récréa 2 pendant 9 ans. Au début émission parmi d'autres, ne faisant que rediffuser des animés déjà disponibles sur d'autres chaînes pour souci de droit, c'est en 1988, après avoir acquis de nombreux animés à bas prix, que le Club Dorothée explosa en termes d'audience, jusqu'à créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de l'animation japonaise, avec des animés cultes comme Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball et Ken le Survivant. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Cependant, qui dit succès dit aussi réaction, souvent controversée de la part des plus réactionnaires d'entre nous, comme c'était le cas justement pour Ken le Survivant, célèbre pour ses polémiques sur la violence. Mais il n'y a pas que durant les années 80-90 que les animés firent polémique. Dès 1978, la mort d'un personnage de Candy a provoqué une censure chez nous. La polémique allant loin, puisque Dorothée, présentatrice de Récréa 2 à l'époque, dut faire une annonce assurant la bonne santé du personnage, ce qui est faux puisqu'il était mort, pour rassurer nos petits bambas de France. Le débat autour de l'animation japonaise alimentait certains plateaux et bistrots durant toutes les années 80, mais ce furent réellement les animés japonais des années 90 présentés par le Club Dorothée qui furent le plus polémiques. En effet, si au Japon il est admis de faire des dessins animés pour adolescents voire adultes, cette culture est bien différente en France et ce fut compliqué pour TF1 et le Club Dorothée d'expliquer à des parents que des mangas pour ados bourrés de violence comme Ken le Survivant étaient adaptés pour les enfants. Ah, parce que c'est juste des dessins animés, hein. Le manga fut donc célèbre pour ses doublages et ses censures qui parvenaient tant bien que mal à adoucir l'animé malgré sa violence. Les débats autour de la violence dans les dessins animés japonais ne tardèrent pas à arriver jusqu'aux oreilles du gouvernement, notamment à celle de Ségolène Royal, qui à l'époque députée s'empara du débat pour se donner une image de protectrice des enfants, et sortit son livre contre l'animation japonaise, le ras-le-bol des bébésateurs. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Mais alors, pourquoi un tel succès? Il faut savoir que les dessins animés en France répondaient déjà à certains codes. Très souvent, il s'agissait d'histoires courtes, avec un début et une fin, avec une morale à la fin. Les animés japonais cassent complètement ces codes et ce format, empruntant les codes plus propres aux séries télévisées. Car en effet, les animés japonais étaient des épisodes qui se suivaient, racontant une histoire tout au long de la série. Cela permettait à l'animé de donner des personnalités plus complexes aux personnages, ce qui tranchait avec les personnages souvent froids de l'animation française. À la manière d'une série télé, cela attirait donc les enfants dès 1978 à ne pas manquer leur épisode de Goldorak pour voir la suite de l'histoire, tout en apportant un véritable bol d'air au code du genre. De plus, comme on l'a vu, il y a beaucoup de genres différents pour tous les publics, ce qui n'était pas le cas en France. Il n'y avait que les dessins animés pour garçons et pour filles comme réel genre qui se distinguaient, en plus de certains thèmes encore jamais abordés par les dessins animés classiques. Enfin bien sûr, le style graphique unique et le chara-design original ne pouvaient qu'attirer l'œil des enfants de l'époque. Avec la fin du Club Dorothée en 1995, de nombreuses émissions de dessins animés s'arrêtèrent aussi, ne laissant qu'une émission par chaîne. Encore aujourd'hui, les animés japonais se mêlent aux autres dessins animés comme s'ils faisaient partie du patrimoine culturel, comme par exemple Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh que l'on connaît tous, mais force de remarquer que les animés japonais quittent à partir de cette date la télévision et continuèrent dès le milieu des années 2000 sur internet, endroit où ils connaissent un nouvel âge d'or. Aujourd'hui, de nombreuses industries du streaming professionnel français se sont spécialisées dans la diffusion d'animés japonais, pour la plupart en version originale sous-titrée. Ce sont donc des entreprises telles que Wakanim, Anime Digital Network ou encore Crunchyroll qui forment une nouvelle économie à part entière.
Le but étant de proposer, sous forme d'un abonnement mensuel ou annuel, la disponibilité de bon nombre de titres japonais en accès illimité, entièrement traduits et en qualité HD. Certaines plateformes proposent cependant un accès gratuit, mais l'abonnement permet à l'internaute d'avoir des avantages notables. Pas de pub, meilleure qualité, quota de visionnage illimité, etc. Pour ce qui est de leur diffusion à la télévision, ce ne sont désormais plus que quelques chaînes disponibles sur divers bouquets télé, comme Canal+, avec G1, les bouquets opérateurs avec MCM ou les chaînes Game One, qui s'en occupent. La seule chaîne gratuite qui propose parfois des animés étant France 4, mais ce n'est que très rare à présent. Si on nommait Pokémon sur Gulli ou encore les mystérieuses Cités d'Or qui sont encore diffusées sur France 5. Aujourd'hui, le manga a une influence plus que notable sur le sol français. Lorsqu'on regroupe tous les types de supports, papier, animé, goodies, etc., la France en est devenue le deuxième plus gros consommateur, juste après le Japon. Après la vague anti-manga dont on vous a parlé, les animés sont quand même restés en France, sinon on vous parlerait pas aujourd'hui. Mais elles le sont malheureusement moins qu'à l'époque du Club Dorothée, à cause des quotas de diffusion qui imposent un pourcentage de Made in France. C'est pour ça que l'on s'est retrouvé avec des animés comme Heidi, la bonne ménagère européenne. Ce point que Heidi a été fait par des japonais. La culture japonaise est donc très présente en France grâce à cet âge d'or de l'animé. Ce n'est pas un hasard si la France est l'un des premiers lecteurs de manga. Les animés ont tellement séduit le public français à travers les générations qu'il existe désormais des conventions qui y sont dédiées. On peut citer la Japan Expo à Paris ou la Dijon Saiten. Si vous avez pu y aller, vous aurez sûrement remarqué ces fans déguisés en personnages d'animé. On appelle cela un cosplay, qui est l'abrégé de costume et play. Ces cosplayers sont donc des passionnés de la culture japonaise, véhiculés à travers les animés et qui viennent partager leur passion avec d'autres personnes. Ce sont aussi des personnes qui passent des mois à créer un costume parfait. Mais tous les fans de la japanisation ne sont pas des cosplayers, car ce sont avant tout des passionnés par la création elle-même. Des concours sont organisés pour lire le meilleur costume, individuel, de groupe, parfois de jeux vidéo. Le cosplay est un exemple flagrant de l'impact de la japanimation sur les sociétés. On peut également citer les fanarts qui sont des réalisations, peintures, dessins, sculptures, sur les personnages ou bien l'univers d'animé. Mais ce serait réducteur de limiter l'impact de la japanimation en France au cosplay, fanart et conventions. En 2015, les ventes de mangas en France ont dépassé les 12 millions d'exemplaires, avec un chiffre d'affaires de presque 100 millions d'euros, soit presque 10 fois le marché américain. La France à elle seule consomme 50% du marché du manga européen. Les mangas représentent plus de 40% des ventes de bandes dessinées en France. Les animés se portent donc tout aussi bien, il n'y a qu'à regarder le site Wakanim, aujourd'hui l'un des leaders de la diffusion d'animés en France, qui a vu en 2013 son chiffre d'affaires augmenter de 186%. Il existe d'ailleurs d'autres plateformes légales qui se portent bien comme Anime Digital Network, ADN pour les intimes. L'impact économique de cette culture ne se résume pas au nombre de mangas et d'animés achetés. Prenons par exemple le manga Les Gouttes de Dieu, que devint par la suite un animé, Kamino Shizuku. Manga parlant de vin. Il a eu un impact économique en France énorme. Les vins français mentionnés dans Les Gouttes de Dieu ont vu leur vente augmenter en direction de l'Asie et le prix de la bouteille a connu une énorme hausse. Les Château Poupille et Château Le Puy peuvent en témoigner. Le premier a vu le prix de sa bouteille passer de 15 à 150 €, tandis que le second a connu une forte augmentation de ses ventes. Certaines bouteilles se revendent à plus de 1000 € au marché noir à Hong Kong. Depuis la première publication du manga, la vente des vins français a considérablement augmenté. Au Japon, les ventes du vin made in France ont augmenté de 20% et en Corée du Sud de près de 130%. La culture japonaise est donc bien implantée en France et c'est aujourd'hui officiellement reconnu que le manga et la japanimation sont des vecteurs de la culture japonaise à l'étranger. Lorsque l'on pense Japon, on pense manga, on pense animé. Et ils ont également un impact économique non négligeable et ont une place importante dans la société française. Vous l'aurez compris, depuis maintenant près de 40 ans, l'animation japonaise a connu des hauts et des bas. Parfois même encore critiquée, il en est qu'aujourd'hui celle-ci fait partie intégrante de la culture populaire française. Son public ayant aujourd'hui atteint un âge adulte qui continue de transmettre cette passion aux générations suivantes. De nombreux animés sont diffusés chaque année, touchant un large public, sans pour autant délaisser ses enfants de 78-90, puisque certains de leurs animés favoris sont remis au goût du jour. Starting now.